Bonjour, bonjour tout le monde. Alors je me présente, je suis Eddy Abidi, je suis responsable de la friche et je vous remercie tous d'être présents dans le cadre de Journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, il y a la mairie du port qui a invité euh, Madame Rokhaya Diallo, qui est journaliste, écrivaine, réalisatrice et militante sur la question féministe et de la décolonisation. Nous avons également Karima Kelefi, qui est la première breakeuse de France, et qui collabore avec nous aussi sur des actions liées au hip-hop et au développement du Battle of the Year. Voilà. Et donc on est ravis que vous soyez tous là, que tout le monde ait répondu, que vous ayez répondu présent. Et puis je vous laisse tout de suite pour vous démarrer et avec Naya, qui est ma collègue, Madame Pellissier, qui est la directrice de la culture de la ville du Port, et puis nos deux invités. Merci à vous. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Naya, je suis coordinatrice ici et je vais jouer le rôle de modératrice aujourd'hui. Donc, c'est la première fois que je fais ça. Ne m'en voulez pas si je modère mal. Donc, je vous propose de commencer ce petit temps d'échange en vous rappelant que c'est vraiment un temps d'échange. Et l'idée, c'est pas du tout de de vous donner un cours magistral sur la condition de la femme artiste. Au contraire, c'est un témoignage. L'idée, c'est de récolter des témoignages d'un peu tout le monde ici et que tout le monde puisse se sentir libre de parler de sa condition à elle, même à lui, en tant que peut-être homme artiste s'il y en a. Enfin voilà, la parole est plus que libre et on vous invite grandement à participer aux échanges qui vont avoir lieu. Je vais peut-être commencer donc par donner le micro aux deux personnes qui sont à ma gauche. Peut-être pour un peu détailler ce qu'elles font ici, parce qu'en fait, c'est pas le premier événement auquel elles assistent et auquel elles animent même au port. Et voilà, donc peut-être on peut commencer comme ça pour ensuite embrayer sur ce temps d'échange. Donc, bonjour, donc, je m'appelle Karima Kelifi, je viens d'une compagnie qui s'appelle Actual Force. Donc on m'appelle souvent, je m'appelle souvent Karima Actual Force. Voilà, c'est mon deuxième nom de famille. Donc pourquoi je tiens à ce nom-là? C'est parce que c'est le premier groupe de break en France et il fait partie aussi en Europe parce que l'histoire a débarqué aussi bien en France que dans toute l'Europe en même temps au début des années 80. Donc j'ai découvert ça à la Fête de l'Humanité en 82 et ça a été un déclic et tout part de là en fait. Donc on en reparlera un petit peu plus au fur et à mesure. Donc on a assisté à des conférences et ce qui m'a fait le plus plaisir entre guillemets, c'est les échanges avec les jeunes danseurs. Donc voilà la nouvelle génération qui arrive et de toujours insuffler une vibes. Voilà. Merci, je suis très contente d'être aux côtés de Karima pour cette discussion. Moi, je m'appelle Rokhaya Diallo, je suis journaliste, réalisatrice et autrice. Et je travaille sur différents supports, donc j'écris aussi bien des articles de presse que des livres. Et dans les livres, en fait, j'ai écrit sous plusieurs formes, de la bande dessinée, des livres de photos. J'écris un spectacle musical et j'écris et réalise mes documentaires. Donc voilà, plusieurs formes d'expression pour quand même toujours soutenir des causes qui me sont chères. Voilà. Merci à toutes les deux. On peut peut-être commencer le temps d'échange en se posant la question plutôt de ce que c'est d'abord la condition d'artiste tout court. Je pense que c'est une bonne idée pour entamer un petit peu le débat, puisque on va un peu décortiquer la condition de l'artiste, la condition de la femme et la condition de la femme artiste tout le long de cet échange. Ça devrait durer à peu près 1h30, si vous le voulez bien. Et voilà, donc je propose de commencer par une question sur la condition de l'artiste aujourd'hui. Manuel, est-ce que tu as envie de commencer par une question à ce sujet? Bonsoir. Une question, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être
de par nos expériences qui sont très personnelles, évidemment, comment l'art est venu à nous et comment, en tant que personne, on a dû porter, assumer ou révéler ou découvrir. Mais voilà, je pense qu'avant d'aborder la question de la femme artiste, évidemment, qui induit d'autres contraintes et d'autres réalités, déjà, tout d'abord, la question de l'artiste de l'art. Comment est-ce que l'art est venu frapper à notre porte ou à notre cœur, et de quelle manière on a eu envie, ou de quelle manière les choses nous ont été imposées voilà, par d'autres voies qui ne sont pas forcément celles qu'on imagine quand on a 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et je pense que c'est quelque chose que chacun peut témoigner. Donc voilà, si vous voulez prendre la parole et partager cette expérience en tant que personne, voilà. Donc je vous laisse la parole. Voilà, nous sommes entre nous. Pour la plupart, nous nous connaissons, donc on n'a pas de frein, on n'a pas de honte. Mais ce qui est intéressant, c'est, je pense, l'expérience personnelle, effectivement, de comment et à quel âge et comment les choses ont pu ou pas continuer dans cette expérience avec l'art. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole Peut-être simplement, est-ce que vous voulez... Tu veux? Allons. Vous n'êtes pas venu nous regarder quand même. Déjà, voilà, parce que même moi, là, je commence à avoir la main qui tremble, là, si on se regarde comme ça, là, ça va être... Non, comme je disais, c'est entre nous, on se décontracte, et... parce qu'on n'est pas là pour s'écouter parler non plus. Donc, ce qui aurait été intéressant, c'est que les questions viennent de vous aussi, mais bon, allons. Moi, j'ai découvert la culture hip-hop, enfin déjà la danse, en allant à la fête de l'humanité à la Courneuve. J'y étais toute ma vie depuis petite. Et j'allais au stand antillais, comme tous les ans. Et j'avais 13 ans. Et j'ai vu une fille au fond de la salle faire du Smurf. Et la première fois que j'ai vu juste ça, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est vraiment... C'est là qu'on parlait, toi, du déclic. Ça a été mon déclic. Et je me suis dit, c'est quoi ça? On ne savait même pas ce qu'était le hip-hop. On n'avait encore rien vu. Enfin, en tous les cas, pour moi. Et je me suis dit, faut que je cherche. Et en fait, les choses sont arrivées petit à petit. Il y a eu des films qui sont arrivés, comme Beat Street. Après, en 84, il y a eu Break Street 84. Mais bon, voilà, à partir de là, j'ai dit, c'est ça, je ne sais pas quoi, mais c'est ce que je veux, en tous les cas. On parlait encore pas d'art, rien du tout. Et ça a débarqué, en fait, dans les quartiers difficiles. C'est pour ça que de parler d'art, on n'y était pas encore. Mais c'était une question de survie, en fait. On avait quelque chose qui nous ressemblait. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait 3 chaînes, je crois. La 6 n'existait toujours pas. Et voilà, j'ai connu la télé en noir et blanc aussi. Et voilà, il y avait que 3 chaînes, et je ne sais même plus, là, je vais m'égarer. Et de là, en fait, j'ai commencé à chercher. J'allais dans une boîte qui s'appelait le Bataclan. C'était à Paris, à la Grange aux Belles aussi, on appelait ça. J'avais que 13 ans, mais étant fille, on pouvait rentrer. J'ai été que spectatrice au début. Vous savez comment je transpire? J'étais que spectatrice pendant des années. Donc j'allais aussi dans une salle de danse où il n'y avait que des b-boys. Donc des b-boys, c'est des breakers, c'est des gens qui pratiquent une danse au sol. Et je regardais, j'admirais. Mais un jour, j'ai eu un autre déclic, c'est quand j'ai vu quelqu'un sortir de tout ce qui est explosif, ce qu'on appelle les power moves, la coupole, etc. C'est les mouvements qui épatent le grand public, et qui a commencé à faire une recherche au sol. Donc il part d'un mouvement, je vois qu'il arrive à une finalité, il reprend le début et il arrive à une autre finalité. Et c'est ça qui m'a intéressé aussi. Je dis, ça, je peux le faire. Donc donne-moi juste un mouvement et je vais développer. J'ai jamais cherché à briller ou à... J'ai juste voulu exister, et j'ai jamais cherché à danser même. J'ai juste cherché à développer. Et j'oublie pas aussi que c'est une danse, donc c'est la musicalité, etc., quoi. En fait, je peux continuer longtemps, mais bon, on va rester comme ça. C'est à vous aussi de nous interpeller là-dessus, quoi. Merci. Enfin, on pourrait t'écouter longtemps. Arrêtez. J'ai rien avec moi. Mais c'est une vaste question, et c'est une question qui a un sens particulier en France, puisque les artistes sont relativement protégés, en tout cas reconnus par les institutions. Ils ont un statut, il y a le statut des intermittents du spectacle, même s'il a été remis en question
plusieurs fois et en tout cas dégradé au fil des années, mais ça veut dire quelque chose en France, en fait, d'exercer une profession artistique ou proche d'un art, puisqu'il y a une compensation matérielle. Et donc ça, forcément, ça implique des choix possibles qui ne sont pas forcément possibles par ailleurs. Moi, c'est vrai que en tant que réalisatrice et autrice, c'est considéré comme de la création. En fait, la différence entre le documentaire et le reportage, c'est que le reportage, en fait, c'est une activité journalistique qui consiste à rendre compte d'une situation en essayant de faire preuve d'objectivité, alors qu'un documentaire, c'est vraiment un engagement avec un regard et un regard assumé, c'est-à-dire un point de vue qui est volontairement situé, soit qui est incarné, soit qui est orienté par les choix qu'on va faire. Mais c'est vraiment beaucoup plus créatif et beaucoup plus... D'ailleurs, c'est reconnu comme c'est la création cinématographique ou télévisuelle ou audiovisuelle. Et c'est vrai que pour moi, en tout cas, le documentaire, ça a été un moyen de... Moi qui étais journaliste et beaucoup dans le débat, d'être moins dans l'immédiat. D'être moins dans l'immédiat et de pouvoir vraiment explorer un sujet pendant longtemps et de construire en fait un récit, donc sur un format 52-60 minutes, qui était en fait tel quel. Ce que je trouve vraiment génial, en tout cas avec la création de documentaire, c'est qu'une fois qu'on a fait un film et qu'on l'a livré, il ne nous appartient plus. C'est-à-dire que le film fait sa propre vie et circule indépendamment de nous et indépendamment des personnes qui peuvent nous identifier ou non. Et je trouve que c'est vertigineux en fait. Parce que on se rend compte, par exemple, moi j'ai fait des films pour TV5 Monde, ils sont traduits dans une dizaine de langues. Et on se dit, ah waouh, il y a des gens qui le regardent en portugais au Brésil, d'autres au Canada en anglais, et qui n'ont pas la moindre idée de mon existence, mais qui vont juste être intéressés par ce que racontent les protagonistes de mon film. Et ça, je trouve que c'est puissant, parce que c'est à la fois la possibilité de construire un récit de A à Z, et en même temps l'abandonner, d'une certaine manière, pour que d'autres personnes en fassent quelque chose de différent. Et vraiment, pour moi, le documentaire, c'est une ressource. C'est comme si j'avais deux temps dans mon travail. Le temps de l'immédiat où je fais du commentaire de l'actualité qui arrive tel quel, et le temps du documentaire où en fait on va prendre le temps de rencontrer les gens, d'aller les voir, et puis après de passer des semaines et des semaines en montage à faire en fait coexister chaque seconde. Ça se fait à la seconde près. Pour avoir un film de 60 minutes, il faut vraiment passer des semaines auprès d'une personne qui est un monteur ou une monteuse. Et ça, je trouve que c'est puissant. Donc, en tout cas, pour moi, vraiment, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans la création artistique, c'est l'écho et la résonance qu'on donne à la société. C'est-à-dire que ce soit pour la musique, pour la danse, et en particulier le hip-hop, parce que c'est un courant qui est né dans le Bronx, dans les quartiers populaires new-yorkais. Donc nécessairement, ça faisait écho à une condition très peu de temps après les droits civiques, en fait. Donc l'arrivée des droits civiques aux États-Unis, donc c'est l'égalité, en tout cas en droit, des personnes noires. Donc on sait que ça vient aussi d'une histoire qui a à voir avec l'esclavage, et qui a fait écho en France parce qu'il y avait une histoire coloniale et une histoire d'esclavage. Et donc moi, dans l'art, ce qui m'intéresse, c'est comment en fait on arrive à transformer peut-être une souffrance ou un cri de colère en quelque chose de très très beau qui va toucher aux émotions d'autres personnes qui ne vont pas nécessairement traverser la même condition. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Du coup, on peut quand même voir que donc, tu as une pratique artistique militante. Et moi, j'ai une question à vous poser à tous. Est-ce que, quand on est féministe, par exemple, est-ce qu'il faut forcément être militante, c'est-à-dire artiste militante ou pas? Est-ce que la pratique artistique doit être militante si on est une féministe? Est-ce que vous, femme artiste, est-ce que vous considérez que dans votre art, vous êtes militante, ou est-ce que c'est quelque chose que vous mettez de côté dans votre art et finalement c'est une réalité autre? Voilà. Le micro ne marche pas. Ah, merci. Je suis désolée, je ne réponds pas à votre question. Pas de souci. Je voulais rebondir juste sur la question du statut en France de l'artiste et du fameux statut d'intermittente. Et en fait, on est un certain nombre, là, je crois, à être des artistes plasticiens, plasticiennes, ou des arts visuels, ou à travailler autour de ça. Et déjà là, il y a une question en fait sur le statut des artistes plasticiens, plasticiennes, parce qu'il n'y a pas de statut en fait. Alors, ce sont des indépendants et indépendantes qui sont artistes-auteurs, donc qui ont un statut quand même, qui peuvent facturer tout ça là, qui ont un SIRET et tout.
Mais comparativement au spectacle, par exemple, ou à d'autres corps d'activités, de pratiques artistiques, les enjeux de la création, je crois, se posent pas tout à fait de la même manière, et de l'économie aussi de ça. Je crois qu'il y a 2 grands moments où un artiste peut essayer de vivre de ce qu'il fait au niveau des arts plastiques. C'est la vente ou les droits de monstration, d'exposition. Bon, il y en a un peu d'autres, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a une grande question autour de tout le temps de recherche, par exemple, qui fait partie du temps de la création, tout le temps de rencontres, tout le temps de tous les temps autour de l'œuvre, en fait, même les temps de production, qui ne sont pas pris en compte en France. Et quand on parle de militantisme et de lutte, avant d'arriver à la question des femmes aussi artistes, déjà en tant qu'artiste plasticien, plasticienne, on doit user de ruses, voilà, de ruses, de feintes, de système D, de débrouille, pour simplement exercer son activité. Moi, je ne parle pas du côté de l'expérience des artistes plasticiens, mais de ceux et celles qui travaillent autour des artistes, donc qui peuvent écrire ou organiser ou montrer le travail, etc. Et c'est aussi pareil, peut-être il y aura d'autres expériences qui seront partagées là-dessus, mais en tant que critique d'art, par exemple, ou chercheur, chercheuse, ou productrice de savoir, ou commissaire d'expo, etc. Mais c'est pareil, les statuts sont très flous et on ruse et on feinte un peu tous et toutes quoi, avec ça. Donc il y a déjà cette question-là, en tant qu'artiste, quelle posture d'engagement, voire de militantisme ou de lutte je prends pour faire valoir ne serait-ce que mon activité, quoi. Et d'autant plus quand on est femme, je pense qu'il faut voilà, se doter d'encore plus d'outils de ruse en fait, et de feintes pour exister à ces endroits. Bonjour, je m'appelle Emma, je suis artiste plasticienne et en fait moi je voulais rebondir sur ta deuxième question par rapport à est-ce que parce qu'on est une femme notre travail est féministe, etc. Donc pour ma part à la base je ne considérais pas forcément mon travail comme féministe parce que tout simplement j'aime pas forcément définir les choses. Et c'est au fur et à mesure que ma pratique a évolué, comme moi je travaille beaucoup sur le dessin, la peinture, etc. En fait, le dessin, c'est vraiment la base de mon travail, pour ceux qui ne connaissent pas. Et à partir de là, il prend plein de formes, que ce soit des formes au niveau de la peinture murale, des fresques, du tatouage ou même de la musique, etc. Et en fait, au départ, moi, je ne considérais pas forcément mon travail comme féministe. Je le faisais juste, en fait. Et c'est au fur et à mesure, surtout avec cette notion de regard extérieur, ce que vous disiez tout à l'heure, ça m'a vachement parlé quand vous parliez de vos reportages qui, au final, ne vous appartiennent plus. C'est exactement la même chose lorsqu'on crée une pièce d'art. C'est qu'on la met au monde et ensuite elle devient indépendante. Je ne suis pas maman, mais pour moi, mes œuvres, c'est des bébés. Donc ils font leur vie ensuite indépendamment de moi. Et c'est vrai que le regard de l'autre est hyper important parce qu'il va voir des choses dans votre travail que vous, des fois, vous ne voyez même pas. Et en fait, c'est souvent là que viennent les définitions, en fait, quoi. C'est que moi, c'est au final... lorsque des personnes voyaient mon travail, elles me disaient non mais en fait ton travail il est hyper féministe et tout ça, mais du coup c'est parce que juste moi j'aime parler de moi, mon travail est souvent autobiographique, donc c'est voilà indirectement il devient ce qu'on ressent, ce qu'on vit et notre engagement se fait ressentir et bien évidemment maintenant comme j'en ai conscience, j'ai plus tendance à l'intégrer dans mes travaux parce que je trouve que c'est un message qui est important. C'est important de faire passer des messages. Au final, même si on n'en a pas conscience et qu'on se dit non, mais vas-y, je fais ça juste comme ça, il y a toujours un truc derrière parce que c'est nous qui l'avons fait à un certain moment. Et dans ce moment-là, on ressent des choses qui vont passer par une certaine énergie et le spectateur va la ressentir et du coup la nommer.
même si nous, on ne met pas forcément de termes dessus. Mais voilà, c'était ce que je voulais dire. Très bien, merci Emma. Est-ce que quelqu'un veut rebondir à ce qu'a dit Emma ou pas trop? Est-ce qu'il y a d'autres femmes? Oui. Perso, moi j'ai été une des premières big girls en France et je ne l'ai pas fait pour les autres filles, je l'ai fait que pour moi, de manière très égoïste. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai pris ma place. Je ne me suis pas préoccupée des autres, c'est vrai, j'étais très jeune aussi. Mais quand il y a eu des rassemblements, parfois, et jusqu'à maintenant ça arrive encore, parce que je suis jury dans des événements, je peux être encore la seule femme. Et parfois on me dit, mais pourquoi il n'y a que toi? Je dis, avant de me dire ça, dis-toi déjà, heureusement qu'il y a moi. Et que ce n'est pas à moi qu'on doit poser la question, c'est aux absentes en fait. Donc voilà, à chacune de prendre sa place encore une fois, quoi. Mais je l'ai fait encore une fois de manière très égoïste. Et qu'apparemment on me dit souvent, oui, tu es un modèle pour les big girls. Moi j'incite les gens à être leur propre modèle. Je ne cherche pas à être le modèle, je ne cherche absolument pas. C'est si chacune, on est son propre modèle. Moi, j'ai été mon modèle, j'en avais pas d'autre. Le seul modèle que je pourrais citer, et ça n'a rien à voir, c'est Mohamed Ali. Et c'est un modèle de vie, c'est pas de genre en fait. C'est cette force-là et un combattant contre soi-même, pas contre les autres. Voilà, je viens de ça en fait. Merci beaucoup. Qui voudrait parler? Pour rebondir à ce que tu disais que tu étais la seule femme. Justement, je trouve que être une femme, c'est vraiment un frein pour être artiste, en fait. Parce que moi, personnellement, je suis artiste depuis que je suis toute petite, mais on m'a toujours dit que c'était hors de question de devenir artiste parce que ça nous expose à tellement de violence, en fait, et à tellement de précarité. Enfin, être artiste, c'est être précaire aux yeux de beaucoup de gens. Et c'est s'exposer à la violence financière, symbolique, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes artistes que ça, mais c'est juste que c'est... et je pense que c'est pas une mauvaise chose de faire des études et d'être artiste à côté, etc. Au contraire, ça nous protège, mais voilà, je pense que c'est... Le conseil que je donnerais, en tout cas, c'est pas de compter que là-dessus, quoi, parce que c'est vraiment trop difficile d'être juste artiste. Après, si on a la chance et qu'on arrive à en vivre, pourquoi pas, mais c'est pas... voilà. Je pense qu'il faut d'abord se protéger en tant que femme. Je vais encore le dire encore une fois, nous, on n'a pas cherché à être artiste, on est des combattants quelque part. C'est très bien tout le cheminement que tu as dit par rapport à l'esclavage, c'est vraiment toute cette histoire qu'on porte. Donc notre but, ça n'a pas été d'être artiste. Moi, là-bas, je suis coiffeuse. Dès que j'ai rencontré ça et qu'à un moment, dans mon groupe, il y a beaucoup de gens qui étaient encore à l'école, donc les temps d'entraînement, c'était le mercredi et les week-ends, chose qui était impossible dans la coiffure. J'ai fait un choix de lâcher mon boulot et d'aller travailler au McDo. Il faut savoir aussi pourquoi le hip-hop, c'est encore particulier. Il n'y avait aucune économie. Quand on avait un spectacle, c'était un par an. Pour compter dessus, c'était dur. McDo aussi, c'était pas assez en fait. J'ai carrément été dans une boîte d'intérim et j'ai dit, en fait, je cherche un travail. Et chercher dans la coiffure, je lui ai dit, absolument pas. Je veux juste un travail où mon cerveau reste disponible. Donc à l'usine, à trier des clous. Je veux juste qu'il m'ait un travail et dans ma tête, ça bouillonnait, c'était créatif et tout. Donc oui, ça a été très compliqué. Quitte à pas manger qu'un bout de pain par jour, j'ai connu cette difficulté, mais elle pourra revenir. Mais il faut être prête, en fait. L'intermittence, pour moi, ça a été très compliqué. J'ai arrêté de courir après. La fois où je pensais avoir tous mes cachets, quand je pose mon dossier, en fait, il manque un seul cachet. Et que les charges pour être intermittent, c'est énorme, ce qu'on paye, en fait. Et donc, ça m'a détruit. C'était limite suicidaire. La fenêtre, je la regardais. C'est très grave, en fait. Et en fait, là, il faut être très forte dans le mental. On n'a pas le choix. Et maintenant, je suis auto-entrepreneuse. Ça veut dire que si je ne travaille pas, j'ai rien. Je suis prête. Mais quitte à ne pas remanger demain, c'est un combat. Ce n'est pas une forme d'artiste que je suis. C'est là que je dis, en fait, oui, artiste, on l'est, en fait, mais je ne me définis pas comme ça, moi. Je ne peux pas. Je suis une combattante, une guerrière, nous on dit. Voilà. Mais il faut être forte. Artiste, ouais, c'est un choix de vie qui n'a rien à voir avec les autres, mais ça n'a pas de prix. Voilà, on ne peut pas le quantifier, c'est énorme. Autant on peut avoir des mois énormes et rien pendant 2 mois d'après, mais c'est ça, c'est une vie d'artiste. Et je ne voudrais vraiment pas travailler à côté, quitte à ne pas manger. Voilà.
Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que le fait que tu sois une femme change quelque chose à ce statut d'artiste pour toi ou pas du tout? J'ai été la seule fille de mon groupe, c'est que des b-boys. C'est une difficulté, mais aujourd'hui, c'est une force, parce que je suis une des rares pionnières. Donc ça aussi, ça n'a pas de prix, c'est des choix en fait. Donc une difficulté, oui, mais la vie n'est pas facile, notre mouvement n'est pas facile, donc ça, c'est pas facile non plus. Mais maintenant, je suis installée. J'ai 54 ans, à 40 ans, j'étais assise. Aujourd'hui, je suis ancrée. Ça veut dire que c'est indétrônable en quelque sorte. Même mon nom est posé, je peux partir. Mais ça n'empêche pas que moi, c'est une passion avant toute chose. Donc je ne la lâcherai pas et c'est à vie. J'ai des amis qui sont morts, qui sont décédés en n'ayant pas fini leur travail. Ben moi, je finirai ma vie comme eux, jusqu'au bout en fait. Et que, voilà, que je gagne de l'argent ou pas, ce n'est pas mon but. Maintenant qu'il y a une économie, ça serait la moindre des choses. On s'est battu pour qu'il y en ait une, on a tapé les théâtres contemporains pour que notre danse soit reconnue aussi. Voilà, c'est là que je dis encore une fois, un combat. Notre danse n'existait pas, on a créé quelque chose en fait. Le hip-hop, c'est quelque chose vraiment à part. La preuve, on ne dit pas qu'on est danseur, malgré qu'on peut le dire. On est b-boy, b-girl, popper, etc. On ne dit même pas qu'on est... C'est pas des chanteurs, c'est des rappeurs. On a vraiment... C'est pour ça que je dis souvent, c'est une micro-société. Et que la chance qu'on a aussi, c'est que nous, on n'a pas de différence de salaire, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est ce que je disais la dernière fois dans la conférence, ça vient des quartiers difficiles. On dit souvent le mot machiste et ça colle à la peau. Si vous saviez à quel point il y a une ouverture d'esprit, en tous les cas, je parle dans le milieu de la danse. Le rap, c'est autre chose, parce que c'est une autre économie, c'est vraiment autre chose. La danse, si quelqu'un veut être riche, il ne faut pas être danseur. C'est tout. Quoique, encore, il y en a certains qui vont danser pour Madonna, mais qui va gagner vraiment de l'argent, c'est Madonna, c'est tout. Donc, c'est vraiment passionnel, en fait. C'est un investissement de vie pour moi. Bonjour, en fait, je voulais réagir sur le féminisme et l'art. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, je suis artiste plasticienne, vidéaste et réalisatrice, enfin bon, voilà, plein de choses. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais pas du tout dans un combat, dans ma pratique. Au contraire, j'étais plus dans l'abstrait, ce genre de choses. Et en fait, au fur et à mesure du parcours, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me politise. Voilà, tout simplement parce que c'était trop dur et qu'il y avait trop d'inégalités, surtout en tant que personne racisée en plus, venant de la Réunion, ultramarin, enfin voilà, loin de l'Europe. Et donc, voilà, ma pratique, elle bifurque un peu vers le politique parce que moi, j'aimerais beaucoup continuer à faire quelque chose qui est non politisé, abstrait, contemplatif, ce genre de choses, mais je dois aussi prendre ma place, et pour ça, c'est politique, en fait. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Je rebondis sur ce que tu as dit. Moi, je viens du monde du théâtre et je me suis fait politiser par quelqu'un. Je suis allée faire mes études en métropole, donc j'ai quitté Lille à 17 ans. Et j'étais dans une école où j'ai rencontré une dame qui est metteuse en scène et qui travaille pour décoloniser les arts et qui m'a dit « Tu sais que tu es racisée ?» Raci quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que c'est. Et elle m'a dit « Ça veut dire quelque chose, tu es créole, femme, et tu es sur un plateau. Donc ça veut dire quelque chose. » Et moi j'étais « Non, je ne sais pas, moi je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire de l'art politique, je ne sais pas ce que ça veut dire, je veux faire des personnages et mettre des costumes, quoi. » Et ensuite, 4 ans après, ça a bourgeonné et ça a fait oui, d'accord, ok. J'ai un corps qui parle, j'exerce un métier qui est éminemment politique parce que je prends la parole en public et je rencontre des gens. Je dis aux gens de prendre la parole en public. Donc, je travaille avec des enfants, je travaille avec des adolescents, des adolescentes. Et du coup, comme tu dis, à un moment donné, ça devient politique et ça te dépasse et tu l'embrasses. Soit tu choisis de l'embrasser et tu t'informes surtout. Et moi, ce qui a été important et nécessaire et vital, c'était de rentrer en fait. Donc après mes études, je suis rentrée parce qu'à un moment donné, ma politisation, elle ne marchait plus en métropole, en France hexagonale, et il fallait que je rentre me connecter ici
quand à un moment donné, tu te rends compte que tu gagnes plus causer créole, c'est compliqué. Du coup, tu rentres et tu t'entoures des tiens, en fait, et de ceux qui peuvent t'aiguiller sur une autre politisation qui n'est pas la même et qui ne peut pas être la même qu'en France hexagonale. Pas du tout. Voilà. Vous êtes sûr que vous voulez pas? Du coup, pour revenir à cette question que vous avez posée sur est-ce qu'on peut être féministe et faire de l'art qui ne le soit pas. Enfin, je veux dire, déjà, être femme, ça ne veut pas nécessairement dire être féministe, donc c'est deux choses différentes. Mais à partir du moment où on a un engagement, je ne vois pas comment cet engagement peut juste avoir une frontière qui est celle de la création. C'est-à-dire que, évidemment, quand on a quand on a revêté les lunettes qui nous font voir les oppressions d'une société, on ne peut pas les enlever juste au moment où on crée et ne pas insuffler en fait ce qu'on perçoit de la société dans son art. Et puis après, c'est vrai qu'il y a cette particularité des artistes qui sont visibles sur des scènes notamment, dans un contexte qui est à la fois patriarcal, à la fois raciste, à la fois LGBTQIA-phobe. La présence d'un corps qui n'appartient pas à la sphère dominante est politique. C'est-à-dire même si on ne veut pas, en fait, on est quand même politisé par le regard des autres et par les oppressions. Donc soit on le fuit, mais si nous on le fuit, d'autres personnes vont investir ce registre indépendamment de nous. C'est-à-dire que ça va évidemment orienter les rôles qu'on va nous confier. Et je pense par exemple au film La mort de Danton d'Alice Diop, qui est un film qu'elle avait réalisé il y a quelques années, où en fait elle a filmé un aspirant comédien qui faisait le cours Simon et qui voulait absolument jouer Danton, parce que son inspiration, c'était Depardieu. Et c'est vrai que quand on voyait ce comédien qui était très grand, etc., on voyait la stature de Depardieu et on imaginait très bien Danton. Seulement, c'était un homme noir. Et en fait, pendant tout le temps, il a suivi sa formation, personne n'arrivait à voir le potentiel Danton en lui, on voyait que l'homme noir. Et en fait, il lui confiait toujours des rôles qui étaient en lien avec ce qu'il projetait sur lui. Et lui, il n'était pas venu pour faire de la politique, il était venu pour être comédien, il était inspiré par un comédien qui lui ressemblait, en fait, dans l'énergie, mais impossible. On est même allé déterrer des textes américains où il y avait des noirs pour pouvoir le faire jouer. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas se départir en fait, de ce que raconte la société pour produire de la création. Après, il y a des artistes qui ont peut-être ce luxe de pouvoir le faire, mais souvent, c'est parce qu'ils sont extrêmement privilégiés. Je pense que c'est vraiment aussi une question de position sociale, de pouvoir dire « Ok, je parle d'un truc qui n'a rien à voir avec aucune domination ». C'est une position, mais franchement, c'est ce que dit Nina Simone. Elle pense que c'est la mission d'un artiste que de parler de l'environnement social. Et c'est vrai qu'en tout cas, ce qui m'intéresse, moi, artistiquement, c'est quelque chose qui raconte des choses en rapport avec l'environnement dans lequel la création s'inscrit. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. C'est une appréciation personnelle et je comprends que d'autres puissent voir les choses autrement, mais quelle que soit la création, qu'elle soit visuelle, qu'elle soit musicale, etc., je pense que c'est pas un hasard si les plus grands courants musicaux du XXe siècle sont nés de l'oppression des personnes noires. Je veux dire que ce soit le jazz, le blues, le hip-hop, enfin voilà, le R&B, c'est né de là, et je pense que c'est pas un hasard. Quel que soit voilà, tout le long, parce que en fait ce sont des gens qui ont vécu des choses et qui les ont transfigurées pour faire quelque chose de beau qui touche aux émotions de chacun. Mais voilà, moi en tout cas c'est ce qui me parle. Après d'autres peuvent faire d'autres choix, mais je trouve ça toujours un petit peu étrange. Je suis très timide, je déteste parler en public, mais moi j'écris et je pense que je fais notamment des livres sur les enfants et j'écris beaucoup sur le patrimoine réunionnais. Et au-delà de la création, moi j'ai toujours écrit, c'était un besoin personnel, c'est un peu comme Emma, je ne me posais pas de questions de féminisme, de revendication, de qui je suis, pourquoi, comment, mais ce qui me paraît fondamental, et donc depuis le temps que je vis ici, c'est la médiation. Donc parfois même, comme me disent certains de mes éditeurs, au détriment de mon temps d'écriture, mais je ne pense pas que ce soit au détriment, je pense que c'est un enrichissement. Je vais énormément dans les écoles. Et pourquoi les écoles? Là encore, certains m'interrogent, parce que dans les écoles, il y a tout le monde. Et je vais dans les écoles, alors nos banlieues, c'est les hauts, c'est les coins les plus excentrés. Et pour moi, c'est important, j'amène les enfants au musée où je leur fais écouter de la musique. Là, on a amené des œuvres du FRAC, pour ceux qui connaissent, à Sans Souci. Et on dit à ces enfants, voilà, c'est pour vous aussi, c'est accessible. Et demain, comme je dis, moi, mon objectif, et on invente des histoires ensemble,
on parle en français, on parle en créole, etc. Bon, moi j'écris après en français, mais parfois je fais traduire certains textes en créole. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'ils sentent que c'est pour eux aussi. Et qu'à travers tous les raisonnements qu'on pourra tenir, en ce moment je fais un projet à Sans Souci, je suis en résidence, c'est sur l'égalité filles-garçons, mais bon, toutes les différences, quelles qu'elles soient. Et ce qui me paraît important, c'est que chacun se sente capable d'eux, voilà, et c'est ça qui est fondamental, et ceux avec lesquels j'ai travaillé savent que c'est vraiment mon combat. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Non. Est-ce que tu veux... Ok. Oui. Effectivement, dans ce que tu soulèves aussi sur l'émancipation, c'est-à-dire que effectivement, en tant qu'artiste, déjà, c'est apprendre à réfléchir autrement, apprendre à assumer ces nouvelles relations aussi, puisque que ce soit dans le milieu familial ou dans le milieu social, être une personne pensante qui traverse des choses et qui va les dire d'une autre manière que les autres, évidemment, ça pose de nouvelles questions et des nouvelles représentations de soi. Et est-ce qu'en tant que femme, du coup, cette étape d'émancipation, la peur d'être enfermée, donc effectivement que ce soit d'un point de vue de couleur de peau ou autre, est-ce que vous avez des expériences où finalement on vous a enfermé dans des cases et où finalement après c'est compliqué aussi d'en sortir, puisque on peut être aussi instrumentalisé, que ce soit par la dimension commerciale, politique, ou simplement parce qu'on n'a pas forcément tout de suite compris ce qu'on exprime et que les choses arrivent après. Voilà, je pense qu'il y a aussi cette question d'émancipation et d'autonomie intellectuelle qui se pose dans la sphère sociale. Voilà, dans ce que tu dis, je reconnais bien. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager peut-être des choses à ce niveau-là? Oui. Ouais, moi, du coup, je suis comédienne, donc artiste-interprète, et je fais partie de la même compagnie que Mathilde. On est une compagnie, la compagnie ABRH, de théâtre, donc on se définit comme compagnie militante politique LGBTQIA+, féministe, décoloniale. Donc nous, au sein de la compagnie, on sait quel travail on fait, on sait pourquoi on le fait, on sait pour qui on le fait, on sait comment on le fait. Mais ce que j'avais pas forcément prévu, c'est qu'en dehors même de la compagnie, parce que je travaille avec d'autres compagnies, on fait d'autres projets, même dans ces projets-là, du coup, on m'a très rapidement collé l'étiquette de « elle, c'est la féminazie, et faites gaffe ». Et je me retrouve, du coup, tant mieux, tant pis, je sais pas. Là, j'en suis à un stade où je n'ai que des projets où je porte ma propre parole. Je n'ai que des projets où je défends le droit qu'une femme ne veuille pas faire d'enfant. Genre, je crois que j'ai 2 ou 3 projets qui parlent de ça. Et il y a une autre pièce notamment où on est 5 archétypes qui dialoguons autour de la question de l'indépendance de la Réunion. Et ces personnages ont été construits au plateau à partir de nous, qui nous sommes. Mon personnage n'intervient que pour dénoncer le sexisme des autres. Je n'ai pas d'endroit de parole autre que celui de la dénonciation. Et en fait, j'ai capté relativement récemment que maintenant, j'ai ce rôle-là. Quand je viens dans une création, c'est ce qu'on attend de moi et c'est ça que je dois faire. Et bon, bah, ça me va, en fait, quelque part, d'avoir cette étiquette de « Ok, je suis la bien-pensance féministe, ok », mais du coup, ça réduit tous mes autres endroits de parole et tous mes endroits à moi de... Bah, j'ai des doutes, en fait, aussi. Il y a des réponses que j'ai pas. On attend de moi des réponses et des réponses très construites avec beaucoup de références et je les ai pas, en fait. Et ouais, moi, je me retrouve enfermée dans ce truc-là de « Je suis la féministe du théâtre » avec d'autres, mais... Et je suis enfermée dans ce truc-là, et bon, bah, s'il faut en passer par là, trop bien, et je le fais, il n'y a pas de souci. Mais j'ai hâte aussi du moment où je pourrais avoir d'autres propos et plus... où je peux aller chercher d'autres endroits, parce qu'en plus, moi, mon travail, à la base, c'est interprète, donc je ne suis pas censée interpréter moi-même tout le temps. Ça peut être intéressant, mais là, je me retrouve dans un stade où... Bon, bah, bonjour, c'est moi, oui, je suis en colère, et... voilà. Oui, j'ai l'impression que le problème, c'est quand même le fait de se faire étiqueter, finalement, qui, du coup, peut-être que, Karima, toi, tu as essayé de l'éviter le plus possible. Finalement,
le côté je me suis fait étiqueter femme dans le hip-hop. En fait, toi, tu as juste pris la place que tu avais envie de prendre. Hier, tu as dit quelque chose, c'était on n'attend pas qu'un homme se lève pour s'asseoir. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de... C'est pas parce que... c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est une femme féministe qu'il faut qu'on se définisse aussi tout le temps que par ça dans tous les endroits de sa vie, en fait. Et pourtant, le féminisme est partout dans notre vie tous les jours. Je pense que le côté étiquette est très important à questionner. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de réagir sur le fait de se faire étiqueter, de se faire enfermer dans des boîtes quand on est une femme artiste, féministe? Est-ce que c'est quelque chose que d'autres personnes vivent? Si on parle d'étiquettes, on en a plusieurs. Filles, algériennes, dans le hip-hop, milieu social difficile. Ça fait beaucoup. Mais en fait, c'est censé être des faiblesses. Pour moi, c'est des forces. Le hip-hop, la base du hip-hop aussi, c'est l'énergie négative en énergie positive. Donc l'étiquette, même si tu as envie de m'en coller une, je vais dire vas-y, à moi de l'accepter ou pas en fait. Et qu'à un moment, voilà l'histoire de la chaise, oui, c'est vexant quand tu es une femme et que tu arrives et qu'il n'y a que des hommes assis et qu'aucun ne se lève. Avant, c'était vexant, plus maintenant. Parce que je connais ma force. Ça nous rend plus fortes en fait, plus forts. Parce que là, c'est global en fait. Il ne faut pas s'arrêter aussi dans oui, je suis une femme. Oui, et après, et alors en fait. Ça ne change rien. J'ai une force que l'homme n'aura pas et il en a une que je n'ai pas. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai été entourée de garçons. Donc leur force, je l'ai comprise. Je me suis servi aussi de leur manière de voir les choses. Étant minoritaires, ils ont moins pu avoir cette chance, je dis, de faire la même chose. Mais pour moi, je suis puissante, mais pas dans le sens hauteur. C'est intérieurement, je suis très forte en fait. Et inébranlable. Ça veut dire que beaucoup de choses peuvent m'arriver. C'est là encore, je dis encore manger un bout de pain, c'est pas grave. Demain, ça ira mieux. Après la pluie, le beau temps. Il faut rester positif, en fait. Et n'acceptez pas ce qui est inacceptable et prenons ce qu'on a envie de faire. Ce qui n'existe pas, essayons de le faire si on arrive à l'imaginer. En fait, allons, arrêtons de mettre des barrières, des frontières. Les gens nous en mettront toujours, mais nous aussi, on s'en met nous-mêmes. Et c'est ça aussi qu'il faudrait peut-être arrêter de faire. Barrières et aux étiquettes qu'on nous met. Moi, mon premier roman, le personnage principal, il est noir. Quand j'envoie ça à des éditeurs, les éditeurs, ils vont regarder ma couleur de peau. Et donc, j'ai eu des réponses de grands éditeurs, etc., qui m'ont dit, c'est bien, c'est intéressant, mais bon, on aura du mal à le vendre. Donc, quand on parle d'étiquette, c'est assez... Moi, j'ai eu ça, voilà, et pas qu'une fois. Dans ces cas-là, il faut faire sa propre boîte de production. C'est ça aussi, tu vois. Ok, refuse, mais je veux vraiment... faut le faire, en fait. Il faut se donner les moyens. C'est ce que j'ai compris très vite. Quand il y avait des événements qui se créaient, que j'étais pas d'accord, je dis « Ah, mais ça, c'est nul ». Et ça, on me l'a dit. T'aimes pas, fais toi-même. Et ça, c'est vrai, en fait. Je vais faire à mon image. Tu vois, faut y aller, en fait. Ouais. Moi, je voulais revenir sur la question des étiquettes. C'est vrai que moi, j'ai une image qui est assez marquée, en tout cas pour les gens qui connaissent mon travail, qui me connaissent. Et ce dont, en tout cas, j'ai l'impression de pâtir... Enfin, les conséquences que ça a sur mon travail, c'est qu'on ne le voit pas. C'est qu'il y a énormément de gens qui critiquent ce que je fais sans savoir ce que je fais vraiment. Je ne sais pas combien de personnes ont un avis sur mes livres et sur mes films sans avoir la moindre idée de ce que j'écris ou ce que je fais. Et c'est vrai que la difficulté, par exemple, c'est que j'ai très très rarement lu, par exemple, des vraies critiques de mes documentaires, des critiques d'ordre filmique. C'est-à-dire qu'on va critiquer ce qu'on pense que je prétends porter comme message, mais en fait, la forme n'est jamais abordée. C'est-à-dire qu'on ne va pas se demander pourquoi je vais utiliser de l'animation à un moment donné, je vais mettre du jazz dans un film, je vais solliciter tel ou tel type de perspective. Enfin, c'est pas du tout questionné, comme si en fait c'était comme ça tombé. Voilà, que ça venait comme ça, c'était quelque chose d'anecdotique dans mon activité. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir précis. J'avais eu un long portrait dans Le Monde. J'avais fait la couverture du Monde Aime le magazine. Et en fait, dans ce long portrait, qui expliquait que j'étais une personnalité très controversée, etc., etc. Et donc, à un moment donné, la journaliste a décrit mes activités et elle a touché au documentaire. Et franchement, j'étais tellement vexée. Je me suis dit, mais comme si, en fait, on faisait des documentaires comme ça. On prend une baguette magique, on fait un petit documentaire comme ça sur le côté, puis on continue à faire des polémiques. Et j'ai trouvé ça, et je sais qu'elle ne les a pas regardés, alors qu'elle a fait un portrait de moi. Et qu'elle a passé, c'est un portrait de, je pense, 5 ou 6 pages.
Et je me dis, mais comment qu'elles prennent la peine de regarder ce travail qui est un travail extrêmement conséquent et qui est peu gratifiant. On parlait tout à l'heure d'argent. Franchement, c'est pareil. Si vous voulez gagner votre vie, ne faites pas de documentaire. C'est vraiment, faut vraiment être animé par la passion parce qu'il n'y a pas d'argent dans ce domaine. Mais ça m'intéresse. Et c'est vrai que moi, c'est plus en tout cas, en tant que créatrice, c'est vraiment de ça que j'ai l'impression de pâtir, c'est d'avoir une image extrêmement forte qui en fait fait de l'ombre à tout ce que je peux faire et qui fait que les gens ne le considèrent pas pour ce que c'est, mais le considèrent pour ce qu'ils pensent que je suis. Oui, en fait, ça suit la pensée que j'avais en tête, c'est qu'effectivement, personnellement, la question, je ne sais pas si je suis féministe, je ne sais pas si je suis artiste. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment dans ma vie, j'ai fait un choix de me mettre à la croisée du territoire dans lequel je vis, contre lequel je ne peux rien, parce que personne ne m'attend. Et par contre, moi, j'ai des choix que j'ai pu faire. Et je l'ai fait, et je dirais que ma position d'artiste, c'est de faire ce choix-là. Mais il peut être, oui, peut-être sur la couleur de peau, sur la langue, sur le choix d'activité ou le choix de moyens que j'utilise pour partager. Donc moi, je raconte des histoires. Mais de la même manière, dans une autre forme d'activité, j'ai été clown pendant des années à l'hôpital. Et c'est pareil, on se retrouve confronté à une existence ou à une inexistence de ce personnage de clown. Ici, effectivement, le clown, quand on voit qu'il y a des petites qui arrivent effectivement de la zone d'océan Indien, le personnage de clown n'a pas de sens quelquefois. Et oui, et c'est pourtant un choix d'expression et de personnage ou de jeu que j'ai choisi. Mais je suis confrontée à ce territoire-là. Bon, si jamais c'est pas possible et si jamais on me dit qu'en tant que Zoreille, je ne peux pas parler créole, eh bien, j'en ai rien à foutre, en fait. Je me dis, c'est aussi le pouvoir je trouve qu'on a, en tant qu'artiste, on a un pouvoir de dingo. On a un pouvoir de choisir ce qu'on a envie de dire, de la manière dont on a envie de le dire, et ou de gagner des sous ou de ne pas en gagner. Mais si jamais la priorité est de dire plutôt que de gagner des sous, eh ben on a le choix de le faire. Et je trouve que c'est... Pour avoir travaillé comme salarié avec un patron pendant des années, eh bien, je peux vous assurer que c'est quand même vachement mieux. Je crois que c'est ça notre force. Après, on peut dire ce qu'on veut. On a le droit de le faire, surtout dans des histoires. Merci beaucoup. J'aimerais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à notre auto-saboteur qu'il y avait à l'intérieur de nous. Que, en fait, au final, en tant qu'artiste, notre pire ennemi, enfin, même en tant qu'être humain, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Si on a envie de faire quelque chose, dans ce cas précis, c'est-à-dire devenir artiste, à un moment donné, si on veut, on peut, on se donne les moyens, parce que c'est quelque chose qui va tellement nous prendre aux tripes qu'on ne pourra pas penser à autre chose que ça, quoi. Dans mon cas, depuis que je suis gamine, j'ai toujours kiffé ça. Ma mère, qui, elle, avait suivi un cursus artistique, mais qui a eu plein de problèmes dans sa vie et qui n'a pas pu aller jusqu'au bout, m'a concrètement empêchée de le faire, parce qu'elle m'a dit, voilà, tu veux être artiste, mais tu as du talent et tout, mais tu ne pourras pas faire une vie avec ça. Sauf que moi, c'était impossible. C'était impossible pour moi de ne pas aller jusqu'au bout, au moins de tenter l'expérience. Et effectivement, c'était dur, parce que pareil, je viens d'un milieu social moyen, mes parents n'ont pas plus de thunes que ça et tout. Et j'ai essayé de me démerder. Il s'avère que j'ai un parcours hyper chaotique. J'ai pas eu mon bac, je suis partie à l'école des Beaux-Arts, j'ai pas eu mon diplôme non plus. Mais ça m'a pas empêchée de continuer. Parce que justement, je pense que j'ai un souci avec toutes ces choses qui sont très carrées, très cadrées, et qu'au final, moi, ce que je veux, c'est vraiment de l'émotion pure, c'est vraiment de l'instinct, quoi.
Et en fait, si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, il ne faut pas se dire non, mais en fait, là, ça va être dur et tout. Oui, ça va être dur. De toute façon, la vie est dure en général. Vous allez avoir... Après, j'ai eu des expériences où j'ai travaillé, pareil, pour un patron. J'ai fait plein de petits boulots, plein de trucs de merde qui m'ont vraiment fait du mal, en fait. Mais ça fait partie du parcours et au final, on devient polyvalent. En tant qu'artiste plasticienne, moi, je sais que j'arrive à faire un peu de tout. J'arrive quelque part, on peut monter une expo, on peut faire des trucs. J'ai pas peur de mettre mes mains dans le cambouis, d'apprendre, parce que j'adore ça, apprendre tous les jours. Et en fait, faut y aller, quoi. Faut se dire, vas-y, j'ai envie de faire un truc, on y va, on apprend. Et puis la satisfaction, ensuite, elle est énorme. Et puis ça fait du bien aussi de se sentir à sa place, justement, de se trouver à l'endroit où on doit être et de sentir qu'on fait ce pourquoi on est fait. Et ensuite, ça fait un espèce d'effet boule de neige parce que, indirectement, ça insuffle un message dans votre entourage, etc. Donc ça va indirectement motiver des gens à le faire aussi, vu qu'ils voient que elle peut le faire, moi aussi, vas-y, on y va, et puis on le fait, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. Moi, je comprends tout à fait qu'il faut faire face à l'adversité dans son parcours d'artiste. Mais ce que j'ai remarqué, moi j'ai fait école d'art de la Réunion, c'est que quand je regarde ma promo et les promos d'avant ou d'après, les femmes, elles disparaissent en fait. Il y a énormément de filles. Et elles disparaissent de la scène, elles ne sont pas visibles ou invisibilisées, ou on ne sait plus ce qu'elles font. Et je trouve que ça, c'est un problème. Alors on peut dire que c'est le syndrome de l'imposture ou quoi, mais je pense qu'il y a vraiment un problème. Moi, j'aimerais savoir pourquoi elles disparaissent, en fait. Voilà, c'est tout. Mais, pardon. J'en profite juste parce que c'est le sujet sur lequel je voulais rebondir aussi avec Brandon après. Peut-être. Mais en étant prof, là, aujourd'hui, à l'école d'art, on fait les mêmes constats. Enfin, il y a 90%, je crois, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est à peu près ça, d'étudiantes en art. Il y a une espèce de vortex à la sortie des écoles. Alors, peut-être sur notre territoire, moi, j'observe de plus en plus d'artistes femmes quand même qui prennent leur place et qui s'imposent sur la scène, quoi. En tout cas ici, je sais pas, au niveau hexagonal, je crois que c'est encore très... voilà. Il y a beaucoup d'écarts encore. Et il y a plein de facteurs sociaux, sociétaux, politiques, économiques, etc. Il y a aussi la question que certaines femmes, même si c'est pas obligé, font des enfants. Et que ça pose question aussi sur les parcours, les carrières, etc. En tout cas... moi, ça fait 3 ans là, que j'enseigne et j'arrive à des promotions d'étudiants et d'étudiantes qui me forcent à moi, en tant qu'enseignante, à bouger mes propres lignes de savoir, de connaissances, de transmission, etc. Et qui m'ont obligée à tout revoir, quoi. À revoir tout ce qui m'avait construite. Voilà, depuis les facs et les universités françaises occidentales, quoi. Et que là, par exemple, j'enseigne la philo et que le quatuor Platon, Kant, Hegel, Nietzsche, c'est plus possible, en fait. Que là, il y a d'autres modèles à inventer. On parlait de modèles tout à l'heure, il y a d'autres modèles à inventer qui existent déjà, en fait, juste à revisibiliser. Il y a d'autres références, que c'est plus possible. Et je me suis aperçue de ça, j'en avais pas conscience, mais de ne diffuser que des œuvres d'artistes blanc, ok et homme, que c'était plus possible de parler Picasso, sans le resituer en tout cas, en tant que, voilà, de reposer la question du lien entre l'artiste et l'homme, et de l'artiste et son œuvre, etc. Et en fait, voilà, c'était juste parce que j'entends ce truc de il n'y a pas de légitimité à attendre, on est artiste à partir du moment où on décide de l'être, en fait. C'est ce que je dis beaucoup à mes étudiants et étudiantes. Mais en ayant conscience aussi que ces freins, ces difficultés, ces luttes, il y a beaucoup de lexique de la guerre aussi. Enfin voilà, d'être guerrier, de lutter pour sa place, d'être militant, etc.
c'est pas qu'une question de volonté personnelle, quoi. Sinon, on aurait toutes nos places, en vrai. Il y a aussi des facteurs qui nous dépassent, qui sont des facteurs politiques, socio-économiques, etc., des facteurs généraux, en fait, qui sont difficiles à combattre à certains endroits. Là, il y a tout un travail qu'on appelle ça, de revisibilisation, par exemple, de l'histoire des femmes artistes dans l'histoire des arts plastiques, qui est en train de se faire par des chercheuses, des chercheurs, des revues, des associations, etc. Et peut-être qu'au moment où il y aurait cette réhabilitation, là, c'est le terme que je cherchais, sera faite, on pourra aussi se reposer en école d'art la question de comment on est artiste, qu'est-ce qu'on fait à la sortie des écoles, comment on prend ça en compte, parce que en fait les artistes femmes ont toujours existé, elles ont toujours voulu prendre leur place, simplement on leur a pas laissé aussi. C'est un moment donné de l'histoire, c'était trop compliqué et ça continue à être compliqué. Voilà, Brandon. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, Christine, et toi aussi, Leïla et Emma. Je me rends compte, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais bon, pourquoi pas. Je me rends compte qu'il y a, à La Réunion, il y a un système qui exclut, ou en tout cas qui empêche les femmes racisées en tout cas de montrer leur travail ou d'être, pas accompagnées parce que j'aime pas ce mot, mais d'être soutenues. Et j'irai jusqu'aux personnes LGBTQIA+, parce qu'on parle de système de domination. Et je me rends compte, le système culturel est, à mon sens, très problématique. C'est-à-dire que, par exemple, à l'époque où j'étais à l'école supérieure d'art, je savais que je devais prouver mes références de l'Occident sans jamais pouvoir valider mes références d'ici même, en fait. Comme si, ici, il n'y avait pas de production plastique qui était forcément validée par un système. Et je trouve que ce système culturel se perdure ici à La Réunion. Comment ils sont dirigés, comment ils sont menés, et qui ne met pas forcément la culture réunionnaise au cœur, en fait, en tout cas sur la prise de parole, sur la présence, sur la création. Surtout, et c'est un constat que je fais au fil du temps, c'est-à-dire qu'en fait, on pense avancer justement parce que c'est des sujets qui sont quand même très... où on en parle, les questions de militance, c'est quelque chose où on en parle de plus en plus, mais j'ai l'impression qu'on en parle de façon lissée et on vient se réapproprier justement ces discours-là pour finalement revenir à la même chose, où les systèmes de domination sont toujours les mêmes, où c'est toujours en tout cas, je suis même fatigué en fait de ce système qui est répétitif et où on croit avancer parce qu'en fait le vocabulaire militant a été compris par toutes et tous, mais en même temps c'est toujours la même situation. Donc c'est ce que j'ai pensé à ça quand tu poses la question. J'ai plein de choses à dire, mais voilà. Non, c'est bon. Est-ce que quelqu'un... Je veux revenir à Leïla. Tu sais, je suis pas énervée du tout, moi. Pas du tout, tu vois. Mais j'oublie pas d'où je viens. C'est surtout ça. Et que il n'y avait pas d'école de... Là, je vous entends parler d'école, etc., des beaux-arts et tout. Nous, il n'y avait pas d'école. Les écoles existent depuis une dizaine d'années, on va dire. Ça commence à se mettre en place. Nous, on a imposé une culture. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas inventée, cette culture. Elle vient des États-Unis, du Bronx, comme tu disais. Mais on l'a imposée ici avec nos codes. Parce que nous, contrairement aux Américains, on sait d'où on vient. On a une force. On a toujours pris en force, en fait. De toujours essayer de comprendre. On ne s'est jamais mis en dessous. Et de finir par accepter ça. Et pour moi, ce qu'on a toujours dit, ce qui tuerait le hip-hop, c'est justement le moment où il y aura des écoles. Parce qu'à la base, un graffeur n'a pas besoin de faire des écoles de beaux-arts. Et vous avez vu le résultat. Mode Tous, un des plus grands graffeurs au monde, il tourne mondialement. Il n'a pas fait d'école de beaux-arts. J'ai jamais fait d'école de danse, alors qu'aujourd'hui, il faut sortir d'une école de gym. Si on n'est pas gymnaste, on ne peut pas être b-boy ou big girl. C'est grave. Ça veut dire qu'on ne parle même plus de l'essence. Comme tu disais, cette lignée de l'esclavage, nous, c'est exactement de ça qu'on parle. Donc c'est là que je dis combat.
Et que ce combat, il n'est pas fini. La preuve, il y a des acquis, mais ce n'est pas fini. Mais ce n'est pas grave, on va continuer. Mais pas un combat, on n'est pas énervé. C'est juste d'avancer. On met une pierre, on passe au-dessus. De toujours faire ce geste-là, en fait. Et comme je disais, ça tuerait. Aujourd'hui, maintenant, ça formate. Et qu'à un moment, il faut se libérer de ça. Ok, l'école, hein, j'ai rien contre. Quoique si. J'ai arrêté en 3e, j'ai haï l'école personnellement. C'est-à-dire que moi, ça ne me correspondait pas. Ça ne veut pas dire que si on n'est pas bon à l'école, qu'on est quelqu'un d'imbécile. À un moment, il faut aussi l'ancrer. Parce que si on écoute la société, oh, tu sors en 3e, ça veut dire que tu n'es même pas cultivé. Si, vous inquiétez pas, il y a des livres, il y a tellement de choses. Et j'ai essayé d'ouvrir là où moi, j'avais envie d'aller. Pas dans le formatage, de nous habituer d'être à l'école dès 8h du matin jusqu'à 16h. Ce rythme de vie, je l'ai refusé. C'est là que je dis, prête à mourir de faim, pas mourir de faim quand même pas, quitte à manger moins. C'est pas grave, mais j'ai mon choix de vie, cette liberté d'être. C'est surtout ça, libre. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour. Alors peut-être ce que tu disais, Brandon, c'est que les discours, ils se font absorber. Et alors, moi, ma question, c'était comment réagir à l'absorption de ces discours, parce qu'au final, c'est ce que, au début, tu parlais comment des mouvements d'oppression sont devenus des formes d'art, sauf que ces formes d'art sont maintenant devenues une économie, mais une économie qui se perd de sa force première. Donc aujourd'hui, comment on essaye de ne pas se faire absorber par quelque chose en fait qui est monstrueux, qui va nous déshumaniser à la fin et qui ne va servir aucune cause à part la cause de ceux justement qui ont le pouvoir économique, donc de nous dire vous êtes déjà là, donc vous pouvez être là, et eux ils ne savent pas bien parler comme nous, ils ne maîtrisent pas nos termes, donc on ne va pas les inclure dans cette part du gâteau. Donc est-ce que justement donc la question d'être militant, elle devient pas ou militante, elle devient pas obligée, mais quand on a donc la paire de lunettes, quand on voit les inégalités, c'est ça en fait. On voit les étapes, on voit le gâteau, on voit quelles sont les nouvelles formes aujourd'hui, parce que moi je pense que c'est des nouvelles formes, encore toujours des formes, toujours avoir de nouvelles formes par ne pas se faire attraper par un espèce de gros monstre qui arrive derrière nous et qu'on essaye toujours d'échapper depuis des siècles. Merci pour ta question. En fait, c'est la question du capitalisme, quoi. C'est que qu'à part détruire le capitalisme, je ne suis pas sûre d'avoir une réponse. Mais ouais, c'est vraiment ça. C'est la faculté d'une économie capitaliste à ingérer sa propre critique pour en faire un produit marchand. Et c'est systématique. Donc après, c'est-à-dire que de ce fait, après, coexistent différentes formes d'expression. C'est-à-dire qu'il y a la forme d'expression qui est extrêmement commerciale. Il y a une forme d'expression qui va toujours puiser dans l'essence du message et qui ne va pas forcément rechercher du profit, ou en tout cas pas un profit qui est destiné à enrichir des grosses machines. Et après les deux, je veux dire, le hip-hop, je pense que c'est le meilleur exemple entre son point de départ des quartiers populaires et toute la variété maintenant aujourd'hui, notamment dans la musique de rap qui existe. Il y a tout et son contraire, mais c'est à la fois une industrie musicale, mais ça reste quand même un mouvement qui a une essence militante et qui a toujours des acteurs et des actrices qui sont militants. Et je pense que Karima en parlera mieux que moi, mais la véritable question, c'est... je ne pense pas qu'il soit possible qu'un mouvement militant ne soit pas à un moment donné récupéré. C'est-à-dire qu'on voit, même avec quelque chose de très récent comme MeToo ou comme Black Lives Matter, comment tout à coup Dior fait des t-shirts féministes à 3 000 €, ou BLM, ça devient le credo de plein d'entreprises qui tout à coup découvrent qu'elles sont entièrement dirigées par des personnes blanches, donc elles se posent des questions, etc. Mais en même temps, je crois qu'il faut le considérer comme une donnée et après se positionner en fonction de ce qu'on veut faire et ce qu'on veut produire comme message. Mais c'est très complexe, c'est vraiment une question complexe. Je rebondis juste parce que j'entends de plus en plus, je ne sais pas si c'est partagé, mais de plus en plus, j'entends ces termes-là. Les questions féministes et décoloniales, aujourd'hui, sont des phénomènes de mode, sont devenus des phénomènes de mode.
J'ai entendu récemment quelqu'un me dire, tu vois, dans tous les musées en France hexagonale aujourd'hui, ce ne sont que des expos autour des questions féministes et décoloniales. Ça a pris toute la place, mais comme si c'était pas bien. Tu vois, moi je dis, bah, cool, tant mieux, enfin, tu vois. Mais bon, voilà, je ne sais pas quelles sont vos expériences. Je vous pose la question aussi, vous, artistes qui vous baladez. Enfin, je crois, Brandon, tu exposes aussi ailleurs. Je ne sais pas comment vous percevez ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as... Je trouve que de dire ça, c'est aussi un moyen de délégitimer la qualité de ton travail. Tu vois, de te dire que d'une certaine manière, tu appartiens à un courant de mode et ce qu'on reconnaît chez toi, c'est la mode et pas ce que tu produis. Et la vérité, c'est qu'il ne suffit pas d'exposer ou de, pendant un temps, mettre en avant un certain type d'œuvres qui vont porter un certain message, mais en réalité, la question, c'est qui décide, qui continue à avoir le pouvoir dans les institutions culturelles. Et ça n'a pas changé. Je veux dire, cette mode-là, elle est complètement superficielle. Et c'est effectivement, pendant un temps, on va considérer que tel discours doit être mis en avant pour que l'institution, etc., ait l'impression de faire écho à l'ère du temps. Mais la dynamique de pouvoir ne change pas. Au fond, il n'y a pas de transformation. Donc, je trouve que c'est... En tout cas, les gens... il y a toujours quelque chose de sibyllin dans le fait de dire, oui, c'est un phénomène de mode parce que ça disqualifie le fond. Et puis, d'une certaine manière, ça disqualifie aussi les artistes, comme si leur travail était dépourvu d'intérêt intrinsèque, quoi. Quelqu'un veut prendre la parole ? Je rebondis un petit peu là-dessus parce que il y a eu deux phénomènes d'un point de vue culturel qui m'ont paru intéressants. Cette année, la Biennale de Venise, où il y avait 83% d'artistes femmes qui étaient exposés. Et l'exposition au Centre Pompidou l'année dernière, elles font le, je sais plus quoi, enfin, où il y avait 100% d'artistes femmes qui étaient représentés. Bon, peut-être que la culture s'inscrit effectivement dans ce phénomène de mode qui consiste à dire finalement, les femmes, on tient compte de vous, regardez, on vous expose, mais il faut voir si ça continue, si on continue à exposer des femmes ou si c'était juste un coup médiatique pour dire finalement, arrêtez avec vos MeToo, vous voyez bien que vous êtes là dans l'espace culturel. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Après, c'est vrai qu'on a qu'à jouer autour de ce tour de table un petit peu. Il y a quasiment que des femmes, en fait, qui se posent la question de la condition de la femme artiste. Merci aux hommes qui sont là. Écoutez, quelqu'un d'autre voudrait rebondir sur tout ce qui a été dit précédemment ? En fait, je rebondis sur le chiffre 83% et 100%. On est surtout en France et dans la francophonie encore à compter, à faire des statistiques parce qu'on est obligé, en fait. Et je sais que, par exemple, dans la culture anglaise, c'est des chiffres qui se posent plus. Par exemple, là, je reviens sur la question de la représentativité, notamment au théâtre, où les questions, elles se posent plus, que ce soit au théâtre ou au cinéma ou dans les séries surtout. Les personnes LGBTQIA+ ne sont pas victimes de problèmes dans les séries, pas toutes. Ce n'est pas un événement que d'être lesbienne dans une série, ce n'est pas un événement que d'être noire dans une série anglaise. Et moi, c'est ça que je questionne, c'est... Je crois qu'on est dans une époque en France en France où on a encore besoin de statistiques encore besoin d'étiquettes, même si bien sûr on n'a plus envie de se les poser parce que souvent on nous dit moi j'aime pas les étiquettes. Ouais, mais il faut connaître les définitions, il faut connaître son étiquette pour pouvoir lutter et combattre ensemble pour après aspirer à un monde de paix. Moi aussi je veux la paix, hein. Moi aussi je veux plus me poser de questions et plus que ça soit un événement qui ait un acteur noir qui joue Danton, que ça fasse pas comment on appelle ça, polémique à chaque fois. Donc j'ai hâte du temps où on ne se posera plus de 83%, de 100%,
j'ai hâte. Mais faisons-le encore, pour l'instant. Je pense que le pourcentage est très politique. C'est les politiques qui utilisent ça pour dire finalement, vous voyez bien que vous existez dans la sphère culturelle. Mais combien de temps ça va durer, entre guillemets, j'en sais rien. Voilà. Je m'excuse parce que c'est un sujet que perso j'aborde jamais, mais quand tu te présentes sous LGBT, t'es comédienne. Voilà. Moi je suis hétéro, mais je me présente pas sous hétéro. C'est perso ce que je suis en train de dire en fait. Et que, moi, pas que ça me dérange, mais en fait, c'est que là tu te colles toi-même une étiquette. Et de dire LGBT et après noir, non, c'est pas le. Enfin, je sais pas si tu comprends. Moi, ce truc-là ensemble, je le comprends pas en fait. Et quand ça devient un mouvement, bah, tant mieux. Mais en fait, il n'y a pas un mouvement hétéro non plus, quoi. C'est, ça se vit, c'est perso, c'est vraiment, c'est mon avis, hein. Et que le mouvement noir n'est pas comparable, pour moi, avec LGBT, c'est pas le même combat. Pour moi, on parle pas de la même chose. Et ça devient une mode en fait, ces tendances. Même dans le hip-hop maintenant, hop, ça se pose, quoi. Et, en fait, c'est perso, ça. Enfin, c'est mon avis, je suis désolée. Hein. Je vois que personne n'en parle, mais je sais pas, tu dis ton prénom, je suis hétéro. Enfin, je sais pas, je comprends pas en fait. Voilà. Comment dire évidemment qu'on n'a pas à se définir en tant qu'hétéro, qu'on est hétéro, parce que tout à l'heure on parlait des questions de privilège, du fait de ne pas se définir comme blanc, parce qu'en fait on ne se définit pas blanc, parce que c'est devenu, enfin c'est soi-disant comme neutre. Et en fait, je trouve, sur les questions LGBTQIA+, je pense que c'est évidemment, on ne peut pas comparer à la situation de l'esclavagisme. Je ne pense pas que c'est ce que tu as fait, Mathilde. Et, oui, bien sûr. Mais je pense que c'est nécessaire pour tout le mouvement d'émancipation lié à la communauté LGBTQIA+. En tout cas, je pense que la question de la représentation à La Réunion, mais je pense que dans le monde entier, c'est super important. Parce qu'à un moment donné, on a nié, en tout cas à La Réunion, l'existence des personnes LGBTQIA+, et c'est pour ça qu'on a organisé la marche des visibilités avec ce titre-là, Nous existe. C'est-à-dire qu'en fait, on était inexistant dans la sphère publique, voilà, et opprimé aussi dans la sphère privée, exactement. Et bon, j'ai plein de choses à dire par rapport à ça, mais je pense que c'est essentiel justement de comparer tous ces systèmes de domination. Voilà. Moi, je trouve que c'est intéressant effectivement d'avoir des formes de solidarité, malgré tout, dans des mouvements qui peuvent être perçus voilà, et dans une forme de soumission. Enfin, je pense que c'est vraiment important de s'identifier aussi. Donc après, ça peut se faire sous différentes formes. Et effectivement, c'est aussi un mouvement qui est très artistique dans sa forme, dans sa manière de se présenter. Donc par différentes formes de danse. Enfin, on voit bien le voguing, on voit bien aussi toutes ces formes-là qui s'expriment du coup et qui ont l'air d'aller avec. Moi, je voulais aussi parler d'autres formes, donc pour parler des femmes artistes. Par exemple, en ce moment, on a donc Colette, qui est un collectif et qui propose en fait du mentorat au féminin, c'est-à-dire d'avoir des femmes qui sont reconnues, qui ont un parcours affirmé, et de pouvoir en fait former d'autres femmes qui elles sont peut-être naissantes ou qui n'osent pas ou qui sont encore
hésitante. Et je trouve qu'effectivement, ces formes de collectifs d'entraide et de solidarité, que ce soit... voilà, donc là, on parle, c'est l'intitulé au féminin, mais après, aujourd'hui, au féminin, voilà, ça peut regrouper aussi toute forme de féminité. Mais effectivement, je pense que les métiers d'art, hein, qu'ils soient dans le secteur technique, logistique, que ce soit dans le champ du spectacle ou évidemment des arts visuels qui sont très largement représentés aujourd'hui, on pourrait aussi imaginer des solidarités au niveau des lieux de diffusion, au niveau effectivement des parcours, des circuits. C'est vrai on voit bien aujourd'hui la difficulté, c'est-à-dire que l'artiste, il faut qu'il produise, il faut qu'il produise beaucoup, il faut qu'il soit capable d'en parler, il faut qu'il soit son propre agent. Et toutes ces formes de métiers, en fait, dans le milieu de l'art, sont très très mal représentées, on le sait, à La Réunion, même si on sait aussi que ça évolue et que par le biais des institutions, on voit bien voilà, qu'il y a une construction voilà, qui est en cours. Mais malgré tout, est-ce que je pose la question, est-ce que ces formes de solidarité ne permettraient pas aussi d'aller plus vite et d'être en force? Voilà. Juste pour rebondir un instant, on parle en fait de sororité quand on parle de femmes qui s'entraident les unes les autres, et je pense que c'est un concept qui a questionné aussi dans le monde de l'art. Comment des femmes artistes s'entraident les unes les autres pour faire exister leur art en fait. Ça, je pense que c'est un concept hyper intéressant, et j'imagine que vous l'avez expérimenté vous dans votre pratique aussi. Peut-être moins toi, Karima, du coup, vu que tu étais seule femme, mais peut-être même pas. En fait, peut-être que toi, du coup, tu as pu aussi être solidaire face à des femmes qui ont commencé. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous, en fait, de vous retrouver dans un monde peut-être un peu hostile, enfin très hostile même, à vous entendre, précaire au possible, et vous rendre compte qu'en fait, vous êtes soutenu et par des femmes. Si vous êtes une femme, c'est peut-être d'autant plus facile et important. Voilà. Après, je vais quand même répondre pour pas qu'il y ait d'amalgame. En fait, tu vois, dans le hip-hop, il y a beaucoup de gens qui sortent de cette culture parce qu'ils n'assument pas. Et une fois qu'ils sont partis dans d'autres disciplines, il y en a qui deviennent même danseurs, encore Madonna ou autre. Et là, qui commencent à le dire. Mais il y a des homos, en fait, dans le hip-hop, et qui assument, et qui a aucun problème, malgré tout ce qu'on dit, quoi. Donc voilà, je voulais pas qu'il y ait d'amalgame. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que même le fait de dire la journée de la femme, ça veut dire, c'est ce que je disais la dernière fois, ça veut dire qu'on n'a toujours pas réglé. Et que là, quand on monte des mouvements aussi, ça veut dire que, en fait, ça va durer. Tu vois, en fait, il faut juste vivre, assumer, et puis point. Et en fait, c'est même pas un problème. En tous les cas, pas dans notre culture. Et que, oui, il faut avancer, et que cherchons les solutions. Plutôt que juste de, allez, c'est ça, quoi, en fait, oui. Non, quel est le problème? Et essayons de le régler, en fait. Et oui, par contre, rappelle-moi ta question par rapport à... Oui, la seule femme. Non, la sororité. Oui. Ah, je suis désolée. Moi, j'ai pas de problème avec les mots, en fait. Le mot c'est bien qu'il s'impose. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, en fait, ce mot-là. Je savais même pas qu'il existait. Donc, j'acceptais le mot fraternité. Parce que pour moi, les mots sont importants pour certains. Moi, c'est surtout les actes. Un mot est un mot, c'est l'acte qui va tout changer. Donc, j'ai fait un collectif. C'était 2 b-boys de mon groupe, donc 2 danseurs et moi. Un qui est décédé, mais on s'appelait les Frères de Sol. Et c'est moi qui ai mis ce mot-là. Frères de Sol. Alors que, j'ai comme... Parce qu'ils sont majoritaires et que la langue française est comme ça, en fait. Dès qu'il y a 2 hommes, on dit « il ». Même dès qu'il n'y en a qu'un et 100 femmes, on dit « il ». En fait, c'est grave. Tu vois, mais c'est la langue française, et que pour moi, c'était même pas un problème, et que pourquoi pas le régler, voilà, en rajoutant un mot, la sororité. Tu vois, je le découvre. Donc, tu vois, j'ai toujours dit la fraternité, je vais apprendre à dire ce mot-là aussi. Oui, mais tu as vu, moi, je le découvre. Et je l'ai découvert depuis 2 ans à peu près, quoi. C'est un peu bête, mais ça veut dire que moi, ça me freine pas. C'est ça que je veux dire. Qu'on se lève pas pour moi, qu'on dise une fraternité, il, parce qu'il y a un seul homme, allons, ça m'empêche pas de faire mes actes. C'est ça que j'essaye de dire, en fait. Peut-être un peu de manière maladroite, je suis désolée, mais voilà, moi, c'est les actes, en fait, qui parlent.
Moi, j'ai plein de choses à dire. Je vais être un petit peu polémique, mais en fait, dans la sororité, il faudrait aussi penser à régler la rivalité entre femmes, un sujet qu'on balaye souvent et qui existe. Voilà, parce que je l'ai rencontré dans ma courte carrière, quoi, proposer des choses à des femmes qui finalement se mettent en concurrence ou sont de la misogynie intégrée vachement beaucoup. Donc voilà, je pense que quand on parle de la sororité, il faut aussi parler de la rivalité qui peut exister. Moi, je reviens juste sur le truc, ce que tu disais de il faut des actes. Bien sûr, et je pense qu'on est tous fondamentalement d'accord là-dessus, mais en fait, pour agir, il faut nommer, et donc il faut des mots. Donc on doit passer par le « je fais partie de la communauté LGBTQIA+, parce que si je ne le dis pas, je ne peux pas identifier le système d'oppression contre lequel je me bats, je ne peux pas être identifié comme opprimé. Il faut savoir de quoi on parle, et il faut des mots pour ces choses-là, et c'est à partir de ces mots et de ce vocabulaire qu'on peut créer une lutte active. Je crois que là, dans les assos de Lille militantes, c'est tout ce qu'on fait, c'est nommer, identifier et agir. Mais on ne peut pas le faire juste en se disant... Enfin, l'humanisme, il ne va pas marcher parce qu'il faut nommer les choses, il faut nommer les systèmes d'oppression pour les combattre. Sinon, on se bat dans le vide, en fait. On ne sait pas contre quoi on se bat, on ne sait pas contre qui on se bat, on ne sait pas quelle forme les oppressions ont. Et voilà. Et juste dans le vocabulaire... Il y a aussi le mot adelphité qui est très cool, nouveau mot. Adelphité, c'est donc sororité femme, fraternité homme, adelphité tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Alors moi, je voulais réagir sur plusieurs choses. Effectivement, c'est un mot qui a été popularisé par Réjeanne Sénac, une chercheuse au CNRS, le mot d'adelphité. Sur juste la question que tu posais, Karima, moi je voulais peut-être aussi rebondir sur ce qui a été dit par rapport au fait la nécessité de se définir par rapport à un groupe qui est opprimé. Je pense aussi que c'est une manière de répondre au stigmate social et à la honte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on appartient à un groupe qu'on a énormément conduit à l'invisibilité, c'est ce que tu disais à l'instant, et qu'on a stigmatisé comme si ce qu'il était une honte sociale, le fait de le revendiquer, c'est déjà... c'est subvertir en fait l'ordre social. C'est-à-dire que quand on organise une marche des fiertés et qu'on appartient à un groupe ou à plusieurs groupes qui sont stigmatisés, c'est une manière de dire en fait je suis là, j'existe et vous pouvez rien faire en fait. Et du coup c'est important et j'imagine que c'est transitoire parce que l'idée c'est que ça n'ait plus vraiment d'importance, mais tant que ça a une importance parce que ça suscite des discriminations, il s'agit de l'affirmer. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément besoin de dire qu'on est hétéro, comme on considère de base que tu es hétéro, vraiment de manière implicite, tu n'as pas vraiment besoin de le dire parce que c'est la norme, quoi. Et le dire aussi, c'est à la fois un risque que tu prends parce que tu peux perdre des opportunités, tu peux te mettre en danger même physiquement, tu risques des agressions, mais c'est aussi une manière de dire, en fait, c'est pas une honte et on peut l'affirmer et d'encourager peut-être des plus jeunes personnes. Et pour revenir à l'instant à ce que tu disais sur... la rivalité, moi je dirais que la rivalité entre les femmes, c'est aussi un produit du patriarcat. Parce qu'en fait, on fait tellement croire aux femmes qu'il y a peu de place que les rares femmes qui accèdent à des positions ont le sentiment qu'elles sont l'élu. Et du coup, elles vont non pas s'opposer, pour certaines, à la suprématie masculine, mais s'opposer aux autres femmes en imaginant que ce sont ces femmes-là qui les mettent en danger. Donc je pense que cette rivalité-là, il ne faut pas l'analyser comme étant le fait des femmes, mais comme étant la conséquence d'une domination et d'une position qui est en permanence mise en fragilité. Et pour enfin revenir sur le mot de sororité, je pense que c'est important. Mais après, moi, je ne suis pas la sœur de n'importe qui. C'est-à-dire Marine Le Pen, c'est pas ma sœur. Non, mais c'est important de dire que parmi les femmes, il y a des femmes qui ne sont pas de mon côté. Et je ne suis pas sœur avec n'importe qui, avec toutes les femmes. Il y a des dominations au sein des femmes. Il y a des femmes qui sont bourgeoises, il y a des femmes qui sont racistes, des femmes qui sont homophobes. Et je pense que c'est important aussi de ne pas déclarer une sororité absolue et de considérer qu'être femme, mécaniquement, ça nous fait appartenir au même mouvement. Il y a des femmes que je combats. Parce qu'elles nient mon existence ou nient l'existence d'autres personnes, les femmes qui sont transphobes, les femmes qui sont homophobes, etc. Et c'est important d'en parler parce qu'à chaque fois dans les 8 mars, dans des célébrations du 8 mars, il y a toujours des femmes qu'on met de côté et qu'on oublie. Et c'est vrai que tout le débat aujourd'hui sur ces féministes qui nient la féminité des femmes trans, pour moi, c'est pas mes sœurs. Donc je pense que ma sororité a des limites. Et voilà.
Oui, pardon, j'en rajoute une couche, mais sur la question des noms changeants, en fait, c'est important de nommer et de savoir se situer. En fait, il y a beaucoup cette question aussi qu'on se pose. Bon, là, je parle encore de l'école, mais de situer sa parole, de situer ses actes. Voilà. Et donc, nommer, c'est pouvoir conscientiser les choses, et les conscientiser, c'est pouvoir les penser, penser, c'est pouvoir agir dessus. Et de base, je pense, à partir du moment où il y a encore des femmes qui se font tuer parce qu'elles sont des femmes, des noirs qui se font tuer parce qu'ils sont noirs, des homos qui se font tuer parce qu'ils sont homos, des trans qui se font tuer parce qu'ils sont trans, et ben c'est important de dire qui on est. Et, voilà. Et c'est aussi intéressant, et je l'entends un petit peu de plus en plus, savoir se situer aussi en tant que, bon, moi je prends la parole et j'ai conscience que je prends la parole en tant qu'homme, en tant que blanc, en tant qu'hétéro, parce que ça ne m'empêche pas de penser et de réfléchir des sujets, mais j'ai conscience du fait qu'il y a des choses qui se passent dans le corps aussi et dans l'expérience que je ne peux pas savoir, en fait. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à discuter, quoi. Et du coup, pardon, mais je rebondis sur ça m'a interloqué sur le merci des hommes d'être là. Et je crois vraiment qu'il faut arrêter de remercier. Non, mais je sais, tu pourras me répondre. Mais parce que c'est bien évidemment la place de tous et de toutes de penser ces questions-là. Et des hommes parmi nous, quoi. En tout cas, peut-être ceux qui ont conscience de l'être aussi. Et puis que les questions féministes avancent avec tous et toutes, quoi. Voilà. Mais voilà, c'est intéressant de pouvoir entendre des paroles aussi d'hommes qui savent se situer en tant qu'hommes dans les questions qu'on est en train d'aborder, dans ces luttes-là. Voilà. Je voulais juste ajouter quelque chose, c'est quelle chance d'être dans la culture hip-hop, en fait. Parce que nous, on ne fait pas de différence de couleur, en fait. Ça nous est complètement égal. Et c'est pour ça que ça m'étonnait, parce que nous, on dépasse ça, en fait. On accepte les différences physiques, peu importe. Donc, en fait, là, c'est l'éducation, simplement. Toi, même quand j'entends des différences de salaire, tout ça, nous, on ne connaît pas ça, en fait. Donc, je me dis, quelle chance. Donc, désolé si ça peut blesser, mais voilà, moi, je ne connais pas ça. Et donc, quand j'entends ça, je me dis, en fait, pourquoi? Mais après, je comprends que dans la société, oui, mais comme la différence de salaire, etc. Mais moi, je dis merci à ma culture, en fait. Parce qu'on vient de très loin, de très bas. Mais quelle hauteur on a pris, quoi. Voilà. Merci. Juste pour te répondre sur le merci, je trouve juste important d'avoir des alliés et de tous les genres. Et en fait, quand je dis ça, je pense que c'est aussi nécessaire en fait de souligner justement qu'il y a une majorité de femmes et que je trouve pas ça normal et que c'est justement des questionnements qui doivent traverser les genres. C'est pour ça que je parle de merci en tant qu'allié. Voilà. Ça me fait un peu grincer. C'est comme les papas des bébés qu'on voit maintenant dans les parcs. On dit bravo, tu vois, ou qui changent les couches ou quoi, parce qu'on va remarquer ça. Et d'ailleurs, on entend aussi ça. Oui, la société change. Vous pouvez plus vous plaindre, vous les femmes. Regardez les papas, ils sont là, les papas. On va pas dire bravo, c'est juste normal en fait. Tu vois. Ouais. Mais alors, pour moi, c'est pas trop comparable dans le sens où c'est des tâches du quotidien ou qui devraient être faites par les hommes et par les femmes. Et là, en fait, pour moi, ce serait normal que les hommes soient présents autant à même titre que les femmes. Mais effectivement, c'est pas le cas. Donc voilà. Enfin bon. Oui, alors je ne pense pas que ma question fasse partie de l'ensemble des questions, mais je voulais quand même la poser parce que bon, j'étais venue aussi pour écouter les deux personnes invitées. Et je voulais savoir, est-ce qu'on a le droit de ne pas savoir connaître ce qu'est la danse de Madame et qu'elle nous explique un petit peu ce que c'est, puisque c'est une danse où on a la chance de ne pas connaître les ethnies, les races, les couleurs. Qu'est-ce qu'on y apprend? Merci. Il y a différentes disciplines de danse. Donc il y a le breakdance, le b-boying. Il y en a maintenant aujourd'hui avec les Jeux Olympiques. Ça revient au nom original qui est le breaking. Donc c'est tout ce qui est au sol. C'est une réflexion et ça revient à une recherche africaine. Enfin, nous, c'est ce qu'on a fait à notre époque. Ça part des États-Unis, mais on a très bien compris qu'en fait, c'est surtout les descendants d'esclaves
qu'ont rapporté. Ça peut être un métissage avec les danses russes, irlandaises, enfin chacun, toute cette forme-là d'esclavage en fait ont ramené leur touche. Et les esclaves se sont servis de tout ça et ont développé, ça a traversé le temps en fait. Il y a aussi ce qu'on appelle le popping, c'est les blocages. Ben, il y a aussi le mime dedans. Donc mime Marceau, nous quelque part on s'est dit, ça nous appartient aussi, c'est français, fier. Il y a le locking, le pointing. Le pointing, j'aime bien cette histoire, c'est parce que ça vient de l'affiche de l'oncle Sam. Vous voyez, avec le grand chapeau américain et qui disait « I want you ». Et là, ils ont inventé une danse qui disait « I want you, you and you ». Donc le pointing, je trouve ça, la créativité, elle est très forte. C'est là, quand on parle de misère, entre guillemets, il y a une très grande richesse, si on prend ce temps-là, quoi. Il y a d'autres danses, voilà, ça c'est les 3 danses. Mais la danse originale au hip-hop, c'est le b-boying. Le reste, ce sont des danses qui existaient déjà. Il y a la house qui s'est ajoutée. En fait, je ne veux pas en parler, enfin, moi je vais juste vous montrer des petits pas de ce que je fais. Voilà. T'as pas de musique Vous savez c'est quoi le hip-hop? Avec rien on fait tout. Avec j'ai rien, j'ai tout. Ça veut dire que la musique c'est vous. Je vais juste vous demander de me donner une rythmique. Donc vous allez juste le faire. Merci beaucoup. Mais super, merci. Écoutez, il nous reste 2 minutes. Donc, si quelqu'un a envie de dire quelque chose avant qu'on puisse clôturer et se diriger plutôt vers l'extérieur. Allez-y. Ouais, merci beaucoup à tous. En tout cas, c'était un plaisir de toutes vous recevoir ici et tous. J'espère que vous avez passé un bon moment, que la condition de la femme artiste et la condition de la femme tout court et la condition des minorités globalement n'a plus de secret pour vous. Voilà, et en tout cas, vous êtes les bienvenus à la friche pour les événements qu'on organise. Le 31 mars, d'ailleurs, il y a le vernissage d'Henri Maillot de 18h à 23h. Voilà, donc vous êtes tous conviés pour cet événement. Et puis, je vais passer le micro à Manuel. Juste un petit mot pour remercier Naya aussi, parce que c'est un exercice qui n'est pas évident. Et effectivement, grandir dans son métier, grandir en tant que femme, arriver à trouver les mots justes, à comprendre ce que c'est que la force, à ne pas avoir peur de se montrer à n'importe quel âge, et sans échauffement, et avec ce qu'on est. Et vraiment, je vous encourage tous vraiment à aller puiser au fond de vous et à croire et à grandir, et effectivement à s'entourer de personnes qui peuvent nous accompagner aussi, nous aider. Donc merci Naya pour ce joli tour. Bah, je vous invite à aller dehors alors. Alors j'en profite juste pour vous dire, puisque tout le monde est là, que dans la continuité de cette journée, il y a un apéro qui est... le bar est ouvert, le prix est libre, donc à votre bon cœur. Et enfin, dernière chose, ça continue avec un apéro. Donc dans la continuité, il y a 3 DJ femmes qui vont mixer ce soir. Et ça dépote, donc restez avec nous jusqu'en milieu de soirée. Voilà. À tout de suite.